Salut les petits curieux, moi c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne, on y va sans plus tarder. Pour l'affaire de ce soir, on va en Nouvelle-Zélande. Grace Amy Rose Millane est née le 2 décembre 1996 à Wickford, dans la région de l'Essex, en Angleterre. Entre autres, c'est une jeune femme qui aime la musique, elle aime voyager, elle pratique le hockey. Après avoir obtenu sa licence en communication et marketing à l'université de Lincoln, elle décide de prendre une année sabbatique. En octobre 2018, elle prend l'avion et quitte l'Angleterre en direction de l'Amérique du Sud, qui sera son premier arrêt dans un très long voyage qu'elle a prévu. Un mois après, le 20 novembre 2018, elle arrive en Nouvelle-Zélande et 10 jours plus tard, donc le 30 novembre, elle arrive dans la ville d'Auckland. Le jour suivant, donc le 1er décembre, elle a un rencard de prévu avec un certain Jesse. Ils se sont rencontrés sur l'application Tinder, donc c'est une application de rencontre. Ils ont matché, ils ont un peu discuté, puis ils ont décidé de se rencontrer. Jesse Shane Kempson est né aussi au mois de décembre, le 28 décembre 1991, dans la ville de Wellington, en Nouvelle-Zélande. Lui, par contre, il a une enfance un peu perturbée, contrairement à Grace. Ses parents ont divorcé quand il était très petit, il avait 4-5 ans, je crois. Il a habité avec son père et son grand-père qui l'ont élevé, et visiblement son père était très violent. Son père s'est remarié et a eu d'autres enfants, donc Jesse a grandi dans une famille recomposée. Entre 2013 et 2016, il est parti s'installer en Australie. Alors, on ne sait pas trop ce qu'il a fait là-bas, mais il y était pendant une période de 3 ans. Ensuite, il est revenu en Nouvelle-Zélande et principalement, il travaillait comme barman. Entre autres, on sait qu'il s'est fait arrêter pour conduite en état d'ivresse et pour comportement violent, alors sans plus de détails, mais bon, voilà, c'est des informations qu'on a sur le personnage. Et visiblement, il aurait aussi eu un enfant avec une de ses copines, mais il l'aurait jamais reconnu. Et encore une fois, on n'a pas trop de détails là-dessus non plus. Donc il rencontre Grace via Tinder, et voici comment le rencard va se passer. Donc leur rendez-vous amoureux se passe le 1er décembre 2018, à 17h45, on voit Grace arriver à Sky City. Alors Sky City, c'est un sorte de complexe où il y a des casinos, il y a des restaurants, il y a des bars, il y a aussi des hôtels, c'est un genre de mini Las Vegas qui se trouve au pied de la Sky Tower. Alors la Sky Tower, c'est un petit peu comme notre tour Eiffel. Ça ressemble un peu à, comme on le voit sur la photo, ça ressemble un peu à la tour qu'il y a dans la ville de Seattle. À l'intérieur de Sky City, il y a un très gros sapin de Noël, puisqu'on est en décembre, et Grace est vue sur les caméras de surveillance en train de prendre une photo, puis elle l'envoie à ses parents. Ensuite, on la voit rencontrer Jessie, donc il l'accueille avec un petit câlin. À 18h, on les voit entrer dans un casino et ils se dirigent vers un burger bar qui s'appelle le Andy's. Là, ils vont commander des boissons, ils vont se trouver une table. À 19h12, le couple quitte le burger bar et ils traversent la rue pour se rendre dans un café mexicain où ils vont passer la prochaine heure, à peu près la prochaine heure. Là, sur la caméra de surveillance, donc on peut voir que Jesse est en train de payer l'addition, c'est un gentleman, visiblement. Grace est debout à ses côtés. Donc jusque-là, un rencard, tout ce qu'il y a de plus normal, tout se passe bien, ils apprécient la compagnie l'un de l'autre. À 20h27, on les voit traverser la rue Albert. Là, ils se rapprochent de plus en plus de l'appartement de Jessie, mais ils n'y vont pas tout de suite. Pour l'instant, ils vont dans un autre bar qui s'appelle la Bluestone Room. Et là, on les y voit en train de s'embrasser. À 21h41, ils entrent dans l'hôtel où Jessie réside. Alors pour une raison ou pour une autre, il habite dans une chambre d'hôtel. Donc là, on les voit dans l'ascenseur. Ils ont l'air de s'être bien amusés. Ils veulent pas que la soirée se termine. Jusque-là, tout va bien. Alors comme on le sait, le lendemain, donc c'est le 2 décembre, c'est le jour d'anniversaire de Grace, elle va avoir 22 ans, et évidemment elle reçoit plein de messages de la part de sa famille et aussi de ses amis. Le problème c'est qu'elle ne répond à aucun de ces messages. Bon alors au début ses parents ont sûrement dû se dire bon elle est en Nouvelle-Zélande, il y a un décalage horaire énorme, peut-être qu'elle est en train de s'amuser, elle a sûrement rencontré des gens, elle s'est fait de nouveaux amis, elle est peut-être en train de célébrer son anniversaire avec d'autres personnes, elle est peut-être un peu occupée. Mais ils s'inquiètent quand même. Le problème c'est que le 3 décembre elle ne répond pas. Et le 4 décembre, elle ne répond toujours pas. Donc ses parents décident d'appeler les autorités locales, la police va ensuite se rendre à l'hôtel où elle résidait, et là, après vérification, il s'avère qu'elle n'est pas rentrée, elle n'est pas revenue à sa chambre depuis le 1er décembre. Alors, mort d'inquiétude, son père décide de prendre un avion en direction de la Nouvelle-Zélande, il veut chercher sa fille, il est interviewé par des journalistes et il passe à la télévision, il fait une annonce où il est bien sûr très ému et il demande à la population locale de l'aider à retrouver sa fille. Entre-temps, la police trouve les images de caméra surveillance qu'on a vues un peu plus tôt, et plus encore. Il trouve Jessie assez rapidement même, et il l'interroge en lui demandant où se trouve Grace, est-ce qu'il a une idée de là où elle peut être. Alors il confirme qu'ils ont bien eu un rencard, et elle aurait quitté son appartement vers 22h le 1er décembre donc. Visiblement, pendant ce premier rendez-vous, ils se sont appréciés, à tel point qu'ils avaient même prévu de se revoir le lendemain pour un second rencard. Pendant qu'il est dans la salle d'interrogation, à un moment, il est seul, et il voit un officier de police passer, et il va lui demander
Hey, I just want to ask a question. Am I being arrested for something I didn't do? Est-ce que vous m'arrêtez pour quelque chose que je n'ai pas fait? C'est juste la question la plus bizarre de toutes les questions possibles et imaginables. Jusque-là, ils n'avaient fait que confirmer qu'ils avaient eu un rencard, qu'ils avaient prévu d'en avoir un autre, qu'elle avait quitté son appartement à 10 h du soir. Il n'avait pas été encore soupçonné de quoi que ce soit. Donc c'est une tournure de phrase tellement incriminante, quoi. Did you kill Grace Mullane? Okay. Évidemment, les taux se resserrent, et là, il va changer de version. Il va dire que elle a passé la nuit, ils ont couché ensemble, et le lendemain matin, il s'est réveillé, et il l'a trouvée morte par terre au pied du lit. Pris de panique, il aurait mis son corps dans une valise et il s'en serait débarrassé. Mais alors encore une fois, il va changer son récit, il va dire que ils ont couché ensemble, mais de façon un peu brutale, un peu violente, mais consentie. Et ça s'est mal passé, il l'a étouffé par accident, il l'a étranglé par accident. C'est tout aussi sensé que les aliens vont venir nous chercher pour atteindre le prochain niveau. Jesse Kempson, you're under arrest for the murder of Grace Mullane. Je reconnais que je ne suis pas personnellement fan des caméras de surveillance à tous les coins de rue, on est épié dans nos moindres faits et gestes, mais il se trouve quand même que dans ce cas-là, ça a permis non seulement d'appréhender Jessie, mais aussi de découvrir plein de choses, tu vas voir tout de suite, et ça a permis aussi de vraiment de retracer les événements avec une timeline plutôt précise, enfin très précise même. Donc on a déjà vu le rencard, 1er décembre, il s'est tellement bien passé au point que elle s'est sentie suffisamment en confiance pour le suivre à son appartement, enfin sa chambre d'hôtel. Le 2 décembre, donc comme on le voit sur les images, Jessie est vue en train d'acheter des produits de nettoyage, une pelle, enfin c'est juste quand même un truc de ouf, une valise et un genre de Karcher, un truc pour une machine pour nettoyer des tapis. Alors parce qu'évidemment quand on panique, comme il a dit qu'il paniquait, c'est ça qu'on fait, on se débarrasse des preuves, on nettoie la scène de crime, on nettoie la voiture. Donc là, on voit qu'il était quand même suffisamment intelligent pour payer en espèces. Par contre, il n'était pas assez fut-fut pour se rappeler qu'il y avait des caméras de surveillance partout. Et devine ce qu'il a fait juste après. Il est parti à un autre rencard Tinder, le 2 décembre. Donc là, comme on le voit sur les images, il a l'air bien sûr tout paniqué, il vient de tuer quelqu'un par accident, ça se voit qu'il est complètement à l'ouest, mesquin. C'est pour ça qu'il est à un rencard avec une autre gonzesse. Le 3 décembre, il se débarrasse du corps de Grace dans un parc national qui se trouve à 20 km à l'ouest de la ville d'Auckland. C'est un parc qui s'appelle Waitakere. Bon, je le prononce mal, mais parce qu'il faut que ça va revenir après, donc il faut que tu saches c'est quoi le mot. L'enquête de la police a aussi révélé ceci. À 1h30 du matin, il a fait une recherche Google où il a tapé justement Waitakere, donc le fameux parc national. Déjà, ça c'est le premier truc. C'est un peu comme s'il avait tapé où me débarrasser d'un corps près de la ville d'Auckland. Bref. Donc évidemment, par rapport à cette recherche-là, on peut déduire que il l'a tuée entre 9h41, donc le dernier moment où on la voit sur les caméras de surveillance se rendant à sa chambre d'hôtel, et entre 1h30, puisque la raison pour laquelle il a cherché ce lieu-là sur Google, c'est parce qu'il voulait s'y rendre pour se débarrasser du corps. Je pense que... Alors j'ai pas trouvé exactement le détail, mais je pense qu'on peut dire sans crainte qu'il l'a tué sur cette plage horaire-là. À environ la même heure, donc à peu près 1h30 du matin, il a aussi fait des recherches Google de sites pornographiques. Bah oui, parce que quand on est perturbé après un accident, c'est ça qu'on fait. On regarde un petit porno. À 6h du matin, attends, c'est pas fini les recherches Google, à 6h du matin, il a tapé rigidité cadavérique. Très grand sac, et machine, Karcher, un genre de machine pour nettoyer les tapis. Et un peu plus tard dans l'après-midi, donc probablement quand il avait son rendez-vous, et du coup moi je me suis imaginé le mec à la table en train d'attendre la nouvelle gonzesse et en train de taper ça sur son téléphone, il a fait une recherche Google d'oiseaux mangeurs de chair, enfin en fait d'oiseaux mangeurs de cadavres quoi. Et il a aussi tapé la question, y a-t-il des vautours en Nouvelle-Zélande? Mais le plus incriminant, parce que oui, le meilleur reste à venir, enfin meilleur, t'as compris, le plus incriminant, c'est les photos que la police a retrouvées dans son téléphone. Il a pris 7 photos du corps de Grace nu après sa mort. C'était un trophée, c'était quoi le projet? Pendant leur enquête, la police découvre qu'en fait Jesse est un menteur compulsif, et ça va être confirmé par plusieurs témoignages. Notamment par une de ses ex-petites amies avec qui il habitait, et à qui il avait prétendu que sa famille était très riche, qu'il possédait plusieurs restaurants en Australie, et qu'ils avaient pour projet d'en acheter d'autres très prochainement, de nouveaux restaurants
en Nouvelle-Zélande. Il lui aurait également dit qu'il possédait une BMW qui coûtait très très cher et une maison qui valait plus d'1 million de dollars néo-zélandais. Et pourtant, il loue une chambre dans une coloc, une chambre qui lui coûte 170 dollars par mois. Et je précise aussi qu'elle n'a jamais vu la couleur de la BMW. Les colocs qui habitaient avec lui dans cette maison ont aussi rapporté qu'il n'était jamais à l'aise en sa présence, il faisait tout pour l'éviter, à tel point qu'un jour ils se sont réunis dans le salon et ils ont discuté de comment trouver une solution pour le foutre à la porte, pour le virer de la maison. Ah, t'imagines le niveau d'anxiété quand même pour annoncer à un tel personnage que faut qu'il s'en aille? Ils étaient tous terrifiés, quoi. Et en plus, il se trouve qu'il était dans la maison et qu'il a tout entendu. Il serait arrivé dans le salon et il aurait dit ma mère vient de mourir, il faut que je parte en Australie quelques jours, puisque c'est là-bas qu'elle habitait. Alors évidemment, c'était absolument faux. N'empêche que le lendemain, il a pris ses affaires, il est parti, et ils en ont profité pour changer toutes les serrures. Alors pour citer une petite liste de mensonges qu'il a aussi dit à des ex, à ses amis, à son entourage, ça incluait le fait qu'il avait le cancer. Il aurait un cousin qui faisait partie des All Blacks, donc les All Blacks c'est la fameuse équipe nationale de rugby. Il disait aussi qu'il était orphelin, qu'il avait un diplôme de droit, et qu'il faisait partie de l'équipe nationale de softball et qu'il gagnait beaucoup d'argent. Pourtant, il paie jamais son loyer. Il aurait également menti à Grace en lui disant qu'il était un manager, une sorte de superviseur très haut placé dans une société pétrolière. Et là, tu te demandes comment on a su qu'il lui avait menti, parce qu'évidemment, elle est morte, elle n'a pas pu témoigner d'elle-même. Pendant son rencard avec lui, en fait, elle envoyait des messages à une de ses amies en lui racontant ce qui se passait. Et il se trouve que son amie a gardé les messages, donc c'est comme ça que la police a pu vérifier que ces messages venaient bien de Grace et qu'ils avaient été envoyés pendant son rencard. Alors au début, c'est vrai que l'amie de Grace s'est posé la question de se dire c'est quand même bizarre, elle rencontre un businessman qui est aussi prospère, mais après tout, ça peut quand même arriver. Par contre, là où elle a commencé à s'inquiéter, c'est quand Grace a commencé à faire des fautes d'orthographe dans les messages qu'elle lui envoyait, et elle lui disait aussi beaucoup qu'elle l'aimait et qu'elle lui manquait. Ça, en général, ça voulait dire que Grace, elle avait un peu bu. Mais après tout, elle était en vacances, elle s'amusait, elle était à un rencard, et son amie a probablement supposé qu'elle se sentait suffisamment en confiance pour boire au point d'être un peu pompette, quoi. Les mensonges les plus accablants que Jesse a racontés sont ceux qu'il a dit à son rencard Tinder d'après le meurtre. Il lui a dit qu'il était agent de police et que tous ses amis étaient aussi des agents de police. Alors pourquoi il a dit ça, va savoir. Pour une raison ou pour une autre, dans la conversation, il lui fait part du fait qu'il a du mal à trouver un sac suffisamment grand pour contenir toutes ses affaires de sport. En fait, il voulait dire un sac suffisamment grand pour un cadavre. Et pendant qu'il lui parle de trucs de policier, il lui parle de son travail, il lui dit c'est fou comme certains mecs peuvent commettre une petite erreur et passer le reste de leur jour en prison. Alors faut garder en tête que elle s'imagine qu'il est policier, donc ça lui paraît pas suspect qu'il tienne ce genre de propos, qu'il lui raconte ce genre d'histoire. Par contre, elle est pas très à l'aise, donc elle change la conversation. En fait, tout ce qu'il lui a dit à cette jeune femme, c'était des aveux. J'ai raison ou j'ai pas tort? Le 10 décembre, Jesse fait une requête d'ordonnance de suppression afin qu'il puisse bénéficier d'un procès équitable. Alors une ordonnance de suppression, je connais pas le terme en français. D'ailleurs, je sais pas si ça existe parce que dans mes recherches, je n'ai pas trouvé l'équivalent. Alors un acte de suppression, c'est quand l'identité d'une personne n'est pas révélée à la presse. Donc la presse a la possibilité de parler de l'affaire et de tout ce qu'elle souhaite, mais elle n'a pas le droit de révéler l'identité de la personne et elle n'a pas le droit de montrer ses photos. La famille de Grace, en fait, ils ont pris cette ordonnance de suppression comme quelque chose de positif, en disant que les gens n'allaient pas se concentrer sur son tueur, mais sur Grace et la personne incroyable qu'elle était. Alors il faut savoir qu'une ordonnance de suppression, elle peut être faite soit pour la victime, si elle est encore vivante, soit l'accusé, soit leur famille respective. Personnellement, ça me paraît quelque chose de juste. Après, j'ai pas l'impression que nous, on le fasse en France pour les accusés. J'ai l'impression que c'est possible pour les familles des victimes et les victimes elles-mêmes, mais j'ai pas l'impression que ce soit possible pour les accusés. Après, je peux me tromper, donc si quelqu'un s'y connaît un peu en droit, merci de me corriger. Mais quoi qu'il arrive, je pense que c'est une bonne chose, même dans le cas où c'est l'accusé. Après, pas tant pour le défendre lui, mais peut-être pour protéger plutôt sa famille. Si on est malheureusement associé à une personne qui a commis de telles atrocités, je pense que c'est normal qu'on veuille être protégé. Ce n'est que mon avis. Mais j'aimerais bien savoir ce que t'en penses, donc laisse un petit commentaire. Environ un mois plus tard, donc le 16 janvier 2019, Jesse Kempson va plaider non coupable et son procès va commencer environ un an plus tard, en novembre 2019. Il ne va durer
que quelques semaines et il va être déclaré coupable. La sentence va tomber 3 mois plus tard, en février 2020. Il va être condamné à la prison à vie avec un minimum de sûreté de 17 ans. Alors il faut savoir qu'en Nouvelle-Zélande, un homicide est condamné systématiquement à la prison à vie avec un minimum de 10 ans sans possibilité de liberté conditionnelle. Ensuite, ça va monter selon les circonstances du meurtre. L'autopsie confirme la mort par strangulation, ça de toute façon c'est pas quelque chose que Jesse avait nié. Il déclare même que c'est elle qui avait demandé à être étranglée dans le cadre de leurs ébats. C'est possible, n'empêche que c'est quand même lui qui a un passé violent et des préférences sexuelles plutôt extrêmes. Et ça va vraiment être l'élément clé qui va être discuté au procès. Est-ce qu'elle a vraiment consenti à l'étranglement et est-ce que c'était un accident? Certains experts vont être appelés à la barre et vont expliquer que pour qu'une personne meure d'étranglement, il faut énormément de force. Apparemment, ça pourrait prendre au minimum, mais alors vraiment le strict minimum syndical, 90 secondes. Mais il précise aussi que, entre-temps, la personne perdrait forcément conscience. L'autopsie révèle que Grace avait de gros bleus sur son cou, sur ses clavicules et sur ses épaules. Enfin, c'est comme ça qu'on étrangle quelqu'un. Il me semble, hein, il me semble. Mais comment elle a eu des bleus, enfin, partout là, quoi? C'est quand même bizarre, non? Le médecin légiste a précisé que pour avoir de tels bleus, il fallait énormément, énormément de force. Et il a aussi déclaré que pour qu'une personne meure d'étranglement, ce qui est plus probable en fait, c'est qu'il faudrait une durée de 4 à 5 minutes. Et pendant ces 4 à 5 minutes, il faut vraiment exercer une force, une pression constante. Enfin, il faut vraiment avoir énormément de force. En gros, ça peut pas être un accident, quoi. Et il précise aussi qu'en à peine 10 secondes, une personne peut très facilement s'évanouir. Alors on voit le gabarit de Jessie, on voit celui de Grace. C'est pas difficile de s'imaginer qu'elle aurait pu s'évanouir en une dizaine de secondes à peine. La défense dira que certaines personnes ont des pratiques sexuelles qui sont extrêmes, mais un juge répondra que si c'est extrême au point d'en arriver à un tel niveau de danger et de risque, ça ne devrait pas être permis. Alors pendant le procès, on voit Jessie qui de temps en temps se prend la tête entre les mains quand on parle de détails très, très sordides, et le seul moment réellement où il montre un soupçon d'émotion, c'est en quittant la salle d'audience, il se frotte les yeux un peu comme s'il avait pleuré. Mais est-ce qu'on en a à foutre quelque chose de cette émotion? Hein, parce que c'est de l'apitoiement là, clairement, hein, c'était pas pour Grace. Bon, la prochaine partie est un petit peu confusante, mais je vais essayer d'être la plus claire possible. Alors, il se trouve qu'une ex-petite amie de Jessie a porté plainte contre lui pour agression sexuelle, pour menace de mort et d'autres choses. Il y avait en tout 8 chefs d'inculpation. Et ça s'est passé à peu près au moment où Jessie plaidait non coupable dans son procès pour meurtre, donc c'était au début de l'année 2019. Visiblement, entre autres, il lui aurait aussi vidé son compte en banque, il l'aurait menacé avec un couteau pendant leur rapport sexuel, il a levé la main sur elle pour la première fois après une dispute, et à partir de là, ses actes de violence n'ont fait que s'aggraver. Il l'a terrorisée pendant des mois, donc ça incluait des actes sexuels humiliants et dégradants, des agressions verbales et physiques à longueur de temps, des menaces de mort constantes. Alors il lui disait souvent qu'il était de la CIA et qu'il avait été embauché pour la tuer, elle et toute sa famille. Alors elle dit que pendant longtemps elle s'est sentie comme piégée, elle venait juste d'emménager dans un nouveau logement, elle n'avait pas les moyens de déménager. Elle craignait vraiment pour sa vie, elle s'est dit que si elle le quittait, il y aurait de fortes chances qu'il le mette à exécution, toutes ses menaces. Elle a quand même réussi à mettre fin à leur relation et elle a obtenu une injonction restrictive, alors je crois que c'est comme ça qu'on dit en français, donc c'est le fait qu'il puisse pas l'approcher à une certaine distance. Mais en fait, elle a culpabilisé du meurtre de Grace, elle s'est dit que si elle avait porté plainte, ça aurait pu éviter sa mort. Alors certes, elle avait obtenu une injonction restrictive, elle a eu le courage de mettre fin à une relation qui était toxique, mais elle a vraiment regretté de ne pas être allée plus loin et de ne pas avoir porté plainte. Après, c'est pas quelque chose qu'elle pouvait savoir. Déjà, il fallait qu'elle se reconstruise. Elle a eu déjà la bravoure et le courage de mettre fin à cette relation. Je pense qu'elle était juste loin de s'imaginer qu'il puisse faire ça à quelqu'un d'autre et elle était juste en train elle-même d'essayer de se relever de tout ça, quoi. Bon, je sais que c'est facile de dire ça, c'est vrai que si j'avais été à sa place, je pense que j'aurais culpabilisé aussi. Alors, donc pendant ce deuxième procès, donc pour les 8 chefs d'inculpation qui incluent menaces de mort, violence, etc., Jesse ne fait preuve d'absolument aucun remords. Il ne fait même pas semblant de s'excuser auprès de cette jeune femme. I'm sad and I'm depressed and I'm suicidal from months of abuse by this man. I didn't want to bring up my past again, but I also wanted the truth to be out about who Jesse is. This whole thing could have been avoided
Il a nié en bloc tous les chefs d'inculpation, il a confirmé que certes c'était une relation difficile, mais c'était loin d'être une relation violente. Mais en même temps, c'est pas comme si que c'était la seule qui disait qu'il était violent. En octobre de cette année, donc en octobre 2020, il a été déclaré coupable des 8 chefs d'inculpation. Bien fait pour sa gueule. Attends, c'est pas fini, parce qu'il y a un troisième procès. Alors, en dépit du fait que le nom de Jesse n'ait pas pu être révélé de par l'ordonnance de suppression, son nom a quand même fuité auprès de la presse australienne et britannique. Alors évidemment, cette ordonnance de suppression, elle est mise en place par l'État néo-zélandais, donc elle ne peut pas être implémentée dans d'autres pays. Une loi néo-zélandaise s'applique en Nouvelle-Zélande. Il se trouve qu'une jeune femme, également d'origine britannique, comme Grace, a vu le visage de Jessie et elle l'a immédiatement reconnu. Donc elle l'avait aussi rencontré sur Tinder, et c'était une photo qu'elle avait reconnue parce qu'il l'avait utilisée sur son profil Tinder. Donc, visiblement, c'est son terrain de chasse, le mec. Et il se trouve que cette femme a été violée par Jessie 8 mois avant le meurtre. Quand elle a vu son visage pour la première fois, elle était avec son patron, avec qui visiblement elle est très proche, et elle lui en a parlé, elle lui a raconté ce qui s'est passé, et il lui a dit il faut absolument que tu ailles voir la police. Donc c'est ce qu'elle a fait, et elle est partie voir la police et elle leur a tout raconté. Donc comme Grace, elle l'a rencontré via Tinder, donc ils ont eu un premier encart, ils sont allés dîner, ensuite ils sont allés boire quelques verres. Là, elle rapporte que pendant le rencard, à un moment donné, il s'est énervé, parce qu'elle était en train d'écrire à 2 de ses amis, enfin elle était en train de leur envoyer des textos. Alors certes, on peut comprendre le côté malpoli d'être sur son téléphone alors qu'on est un rencard, en plus un premier rencard, mais là il se trouve que c'est pas la raison pour laquelle il s'était fâché. Il s'est énervé après elle parce que c'était 2 garçons, ses amis c'était 2 garçons. Voilà. Donc après le dîner, après avoir bu quelques verres, là il monte dans la voiture de Jessie et il lui dit qu'il est à la recherche d'un petit magasin de proximité pour acheter un peu d'alcool. Mais il se gare devant un motel. Elle est un peu mal à l'aise, mais elle se dit bon, je vais monter 5 minutes et je vais me commander un taxi ou un Uber ou de quoi rentrer à la maison. Une fois à l'intérieur, ils sont sur le lit, donc ils commencent à s'embrasser, mais elle lui fait clairement comprendre qu'elle ne veut pas coucher avec lui. Et face à son refus, il va s'énerver, il va lui dire écoute, je t'ai traité comme une princesse toute la soirée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tu payes un dîner, tu payes des verres et c'est un passe-droit pour coucher avec une fille. Non mais on va où là? Je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, il a pas accepté du tout son refus et elle s'est retrouvée tout simplement paralysée par la peur. Elle expliquera à la police que la raison pour laquelle elle n'a pas porté plainte plus tôt, c'est parce qu'elle avait tout simplement peur qu'il la retrouve et qu'il s'en prenne à elle. Elle a fait pendant des semaines et des semaines des cauchemars toutes les nuits à se réveiller en criant, en hurlant, et chaque soir avant de dormir, elle vérifiait que sa porte était bien fermée à triple tour. Et comme la jeune femme qui a aussi porté plainte contre Jessie pour violence, etc., elle avait aussi ressenti de la culpabilité par rapport au meurtre de Grace. Alors évidemment, Jessie lui va dire qu'il pensait qu'elle était consentante, le fait qu'elle le suive à son motel, qu'elle monte avec lui, qu'ils commencent à s'embrasser, pour lui c'était un signe évident qu'elle était consentante et il ne l'a pas forcée et il dit qu'il n'a absolument pas entendu cette jeune femme lui dire non et lui dire explicitement qu'elle ne voulait pas coucher avec lui. Elle par contre, elle déclare qu'elle a bien dit à plusieurs reprises qu'elle ne voulait pas, qu'elle était d'accord pour s'embrasser, pour se faire des petits câlins, mais qu'elle ne voulait pas coucher avec lui. Et non, ça veut dire non, ça veut pas dire continue d'essayer ou fais ce que tu veux. Malheureusement, c'est pas la première jeune femme à qui c'est arrivé, on voit le passé du jeune homme, on a envie de la croire elle en fait. Et puis de toute façon, il a été déclaré coupable pour le viol en octobre 2020. Alors après le verdict, en quittant la salle d'audience, il s'est adressé au juge en lui disant vous n'avez aucune raison de me condamner. Et là, il a utilisé une expression anglaise qui veut dire soit vous foutez de ma gueule, soit vous racontez des conneries. Voilà comment il parle au juge. You're so full of You have no reason to convict me. You're full of Alors il faut savoir que la raison pour laquelle il y a eu 3 procès, donc le procès pour meurtre, puis le procès pour violence sexuelle, etc., et le procès pour meurtre, c'était à la demande de Jessie. En fait, il ne voulait pas que ces 2 autres procès soient intégrés ou qu'ils puissent être mentionnés dans son procès pour meurtre, et je pense que la logique derrière ça, c'était qu'il obtienne une sentence qui soit moindre. Et pendant le procès pour viol, il a également demandé à avoir un juge et pas un jury. Je pense que dans son esprit, il s'imaginait que d'une, il y aurait plus de chances pour que ce soit un homme, et que deux, il y aurait plus de chances pour lui qu'il soit condamné à une sentence moindre s'il y avait une seule personne, et donc en plus un homme, plutôt qu'une dizaine de personnes. Je crois que c'est 10 personnes pour les jurys en Nouvelle-Zélande, et donc il y aurait forcément la moitié de femmes. Alors, c'est probablement comme ça qu'il a pensé, étant donné le comportement misogyne de ce mec.
Tout le monde s'accorde à dire que certes, il a eu une enfance assez difficile, son père était violent avec lui, sa mère l'a complètement abandonné et délaissé, donc ça peut expliquer le ressentiment qu'il a envers les femmes, le profond ressentiment même qu'il a envers les femmes, mais ça n'empêche pas qu'ils doivent rendre des comptes pour ce qu'il a fait. Beaucoup sont d'accord sur le fait que si ça n'avait pas été Grace, ça aurait été de toute façon une autre jeune femme. Et c'est logique en même temps quand on voit le comportement dont il a fait preuve avec son ex-copine, qui le violentait physiquement et avec qui la violence ne faisait que monter en gravité. Ensuite, il est passé au viol et ensuite il est passé au meurtre. En fait, pour moi, c'est vrai que c'est une suite complètement logique de son comportement. Enfin bref. Juste pour redonner un petit résumé de ses verdicts et sentences, parce que c'était un petit peu confusant, Jesse a été arrêté en décembre 2018, donc 6 jours après le meurtre, donc le meurtre a eu lieu le 2, il a été arrêté le 8. En novembre 2019, il est déclaré coupable. En février 2020, il est condamné à la prison à vie avec un minimum de sûreté de 17 ans. En octobre 2020, il est déclaré coupable pour les 8 chefs d'inculpation qui incluent menaces de mort, violence, etc. Le même mois, donc octobre 2020, il est déclaré coupable pour le viol. En novembre 2020, il est condamné à 7 ans et demi pour les 8 chefs d'inculpation qui incluaient agression, violence, etc. Et le même mois, donc novembre 2020, il est condamné à 3 ans et demi pour le viol, soit un total de 11 ans. Attends, c'est pas fini, on y est presque. La dernière chose qui s'est passée dans cette affaire, c'est qu'en décembre 2020, son appel a été rejeté. Donc il avait commencé son appel au mois d'août contre la condamnation pour meurtre, et il a été rejeté, donc il me semble que c'était le 22 ou 23 décembre, et le même jour ou à très peu de jours près, l'ordonnance de suppression a été levée. Donc là, officiellement, on avait la possibilité de voir son visage, et toutes les images que possédait la presse néo-zélandaise de Jesse ont été révélées au grand public. Donc ça incluait toutes les photos qui avaient été prises pendant le procès, les photos quand il se fait arrêter, quand il est dans les voitures de police, tout ce que j'ai montré aussi, donc toutes les images de vidéosurveillance, etc. Alors l'année 2020, c'était un peu chaud pour tout le monde, mais lui, je pense que c'était très particulier quand même. Il a dû beaucoup s'amuser. Alors évidemment, cette tragédie, elle a profondément affecté le peuple néo-zélandais, malgré le fait qu'il y ait quelques journalistes qui ont critiqué les médias en parlant de ce qui s'appelle le syndrome de la femme disparue blanche. Alors, c'est quoi le syndrome de la femme disparue? On en apprend tous les jours. Alors, le syndrome de la femme blanche disparue, c'est cette idée selon laquelle les médias portent beaucoup plus d'attention à une affaire de disparition quand il s'agit d'une femme qui est euh, très jolie et qui est blanche. Voilà. Je sais que quand il y a une affaire de disparition, et que c'est une personne qui était en voyage à l'étranger, alors évidemment, ça a tout de suite une ampleur internationale, mais c'est normal. Enfin, moi perso, je le vois pas ce truc. Mais bon, peut-être que je me trompe. On vit dans un monde quand même, c'est fou. La famille de Grace a déclaré être plutôt satisfaite du verdict, et ils ont dit: Grace était douce, joviale et aimante, c'était une fille, une sœur, une petite fille, une nièce, une tante, une cousine, une amie, et elle avait toute la vie devant elle. Elle profitait ce qui était le début d'une grande aventure avant que sa vie ne soit écourtée de façon si cruelle et si brutale par son meurtrier. Elle aimait s'amuser, elle avait le sens de l'aventure, elle aimait voyager et explorer le monde. Dès qu'elle entrait dans une pièce, celle-ci s'illuminait, elle était très généreuse et tous ces souvenirs que nous avons d'elle, nous les chérirons à tout jamais. Grace, tu es et tu resteras notre rayon de soleil. Alors malheureusement son père, ah je suis émue, purée. Malheureusement son père est mort en 2020 à la suite d'un cancer, mais au moins j'ai trouvé un peu de réconfort dans l'idée que il a, il a eu un verdict qui lui paraissait être satisfaisant. Et il s'est battu pour obtenir justice pour ce qui était arrivé à sa fille. Enfin, c'est triste quand même, hein. Alors la première ministre néo-zélandaise s'est aussi exprimée à la famille, elle s'est excusée, elle leur a présenté ses excuses. I want to apologise to Grace's family. Your daughter should have been safe here, and she wasn't, and I'm sorry for that. Alors la Sky Tower a également été illuminée en blanc pour rendre hommage à Grace, et il y a eu des veillées funèbres un peu partout dans le pays. Alors comme on le voit sur la vidéo, il y a aussi eu un haka. Alors je ne sais pas qui a fait ce haka, mais c'était pour rendre hommage à Grace et aussi à toutes les femmes qui sont victimes de violences domestiques.
Alors, un haka, c'est une danse cérémoniale dans la culture maori. Alors, si jamais tu veux en savoir un peu plus sur les hakas, je mettrai un lien en barre de description d'un qui est mes préférés. C'est pendant une cérémonie de mariage. Et puis, les invités se lèvent et ils commencent à faire un haka. Enfin, je trouve que c'est vraiment très, très joli, très émouvant. Et du coup, quand j'ai vu celui qu'ils avaient fait pour Grace, bah, j'étais aussi tout émue, quoi. Donc voilà qui conclut la tragique histoire de Grace Millen. Alors, la raison pour laquelle j'ai voulu parler de cette affaire, c'est parce que, bon, si tu me connais, tu sais que j'aime énormément voyager, et souvent je voyage seule, dans des pays en plus aussi dangereux que l'Inde, le Mexique, la Colombie, enfin, j'en ai fait pas mal d'autres, et du coup je rencontre souvent des locaux lors de mes voyages. Alors certes, j'ai jamais utilisé Tinder, j'utilise des plateformes sur lesquelles il y a la possibilité de faire des rencontres en toute sécurité, et puis moi c'est dans le cadre de rencontres amicales, donc c'est pour avoir quelqu'un sur place qui va me faire visiter. Des fois, je me suis retrouvée dans des groupes où on était une dizaine, on se connaissait pas, il y avait des gens d'Allemagne, des gens de, du Canada, enfin de un peu partout, et tu te retrouves là dans un groupe avec plusieurs personnes, et on échange et on partage, et enfin c'est très convivial et c'est juste génial. Ça peut vraiment changer un voyage de faire d'aussi belles rencontres. Alors je sais pas si j'ai eu de la chance, parce qu'il m'est, Dieu merci, il m'est jamais rien arrivé. Enfin, c'est une rencontre via un site pour faire des rencontres amoureuses, mais ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande, ça aurait pu très bien se passer aussi en Angleterre. Enfin, je sais pas trop quoi penser de ça, en fait. Moi, ça m'a fait penser à toutes les fois où j'ai fait des rencontres qui étaient bonnes, mais je me dis, elles auraient pu être mauvaises. Moi, après, c'est une mauvaise réflexion, j'ai pas envie de rentrer dans une mauvaise réflexion comme ça. Et puis de toute façon, j'ai pas l'intention d'arrêter de faire des rencontres, parce que à travers mes voyages, ça me les a rendus que plus beaux, ça m'a donné des souvenirs encore meilleurs, et c'est pas quelque chose que j'arrêterai de faire, mais quand même, ça m'a fait réfléchir, quoi. Puis ça m'a vraiment attristée pour elle, parce que en plus elle a commencé en Amérique du Sud. Alors moi, un de mes tout derniers voyages, c'était aussi l'Amérique du Sud. Je pense que c'est peut-être la personne à laquelle je me suis le plus identifiée. Enfin, je me suis vue en elle, en fait, je me suis vue en elle. Même si j'utilise pas Tinder quand je voyage, mais je me suis vue en elle, et ça m'a fait mal au cœur, quoi. Bon, après, c'est toutes des affaires qui font mal au cœur, hein, mais c'est des fins tragiques, on est d'accord, on parle de meurtre, hein. Enfin bref, on va parler du random item. Ce soir, ce sera de la nourriture. Alors, je sais pas pourquoi ça m'a pris autant de temps de parler de bouffe, étant donné que la bouffe, c'est ma life, et en plus, la noix de coco, c'est encore plus ma life. Alors, cette marque, moi, je la connaissais de Londres déjà, parce que j'ai habité à Londres. Dharma. Je suis très contente de voir que celle-ci est arrivée enfin en France. Alors perso, je recommande pas le pot qui est blanc, donc ça c'est le pot qui est un peu bleu, et il s'appelle Tout Coco. Ne fais pas attention au Nutri-Score, il a un Nutri-Score de C, et c'est tout simplement parce que c'est gras. Alors la noix de coco, c'est bien connu, c'est gras, mais c'est du bon gras. Alors faut pas bannir le gras, hein, d'accord? Le gras n'est pas l'ennemi, on a besoin de gras, mais on a besoin de bon gras. Et là c'est du gras qui est bon, il n'y a pas de sucre, c'est du sucre naturel, enfin c'est le sucre naturel qu'il y a dans la noix de coco. Après, si tu trouves que c'est un peu fade, ouais, il est vide, hein, évidemment, il est vide. Je l'ai terminé, qu'est-ce que tu crois? Ça dure pas, ça, dans mon frigo, ça. Si tu trouves que c'est pas assez sucré à ton goût, bah, c'est ton palais qui doit changer, c'est certainement pas le pot. Garde bien ça en tête, mais il y a peut-être une ou deux solutions. Moi, ce que je fais, des fois, c'est que je mets des fruits que je coupe en morceaux, absolument jamais de sucre blanc. Alors, si tu prends une alternative comme ça, c'est pour avoir une vie plus saine, donc ça sert à rien de mettre du sucre blanc à l'intérieur. Donc plutôt des morceaux de fruits, ou du sirop d'érable, mais du vrai sirop d'érable canadien, et éventuellement un peu de miel. Nature, ça se mange aussi très bien. Bon, je ferai d'autres épisodes sur la bouffe, parce que j'ai l'impression que je dois beaucoup éduquer la planète Terre sur comment manger ça, manger bien, même si les gens veulent pas écouter, mais je m'en fous. J'aime bien donner des leçons aux autres. J'aime bien apprendre aux gens à vivre. Enfin bref, voilà, bah c'est tout pour moi. Encore une fois, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Donc on n'oublie pas, on s'abonne à la chaîne. Hein, sinon j'arrête, hein. J'arrête YouTube. Non mais plus sérieusement, merci beaucoup, ça me touche que tu aies regardé jusqu'à la fin. Je te remercie, prends soin de toi, passe de bonnes fêtes de fin d'année, et bah, on se retrouve bientôt. Bye.